L'info du jour, c'est donc cette vaste opération terrestre engagée dans le nord et le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a fait part hier soir de cette initiative. L'objectif affiché est clair, prendre le contrôle opérationnel de certaines parties du territoire palestinien. Et sur le terrain, nous allons le voir pendant cette demi-heure, ces annonces s'accompagnent d'un durcissement des frappes. Rien que ce matin, les bombardements ont fait 22 morts supplémentaires après déjà les 100 tués de la veille. Un regain de violence qui intervient quelques heures après l'autorisation par Israël d'une livraison de quantité de bases de nourriture dans la bande de Gaza pour éviter la famine. Depuis le 2 mars dernier, aucune aide humanitaire n'a pu pénétrer à Gaza. Pendant cette demi-heure, nous allons voir que ce durcissement intervient alors qu'un nouveau cycle de négociations a aussi été relancé ce week-end à Doha. Nous allons commenter ces derniers développements avec Agnès Levallois, qui est présidente de l'IREMO et qui va être avec nous pendant toute la demi-heure. Bonjour et merci d'être à nos côtés. Pour commencer, peut-être, on va résumer les derniers développements du week-end entre intensification des frappes, annonce d'une reprise limitée de l'aide et nouvelle offensive militaire sur l'enclave palestinienne. Le point est signé tout de suite, David Gilbert. Depuis l'aube, les tirs se succèdent sur Khan Younes et le décompte des victimes augmente d'heure en heure. Dans la matinée, une partie des morts et des blessés sont transportés vers l'hôpital Nasser, l'un des rares encore fonctionnels dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Il est à son tour bombardé par l'aviation israélienne dans la matinée. Des scènes d'horreur redevenues quotidiennes depuis 2 mois dans le territoire palestinien. Les derniers jours ont été particulièrement meurtriers. La région de Khan Younes a déjà été visée dimanche. Toute ma famille a péri. Il ne reste plus personne, à part ma petite nièce, dont les 2 parents, son père et sa mère, sont morts. Ma mère est morte, elle aussi. Et ma nièce a perdu un œil. Des profils de victimes loin des cadres du Hamas qu'Israël a surciblés à chacun de ces bombardements. La destruction totale du mouvement islamiste reste la justification de la poursuite de cette guerre, qui a également fait des victimes dans la matinée à Deir al-Bala. L'armée a annoncé ce week-end la relance de l'offensive terrestre sur Gaza, au grand désarroi de la majorité des familles d'otages qui accusent le gouvernement de mettre en danger leurs proches. Une otage libérée en janvier va dans le même sens en témoignant ce lundi devant la Knesset. Le gouvernement choisit encore aujourd'hui, 591 jours après le début de la guerre, de poursuivre la voie militaire qui met en danger la vie des otages. Mais Benyamin Netanyahou continue de défendre sa position jusqu'au boutiste. Dans une vidéo publiée ce matin, il affirme qu'Israël va prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Des pourparlers indirects ont pourtant bel et bien repris au Qatar. Pressé par ses soutiens internationaux, le chef du gouvernement israélien, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, justifie par ailleurs sa décision de laisser de nouveau rentrer une quantité de base d'aide alimentaire dont Gaza est privée depuis le 2 mars dernier. Nous ne devons pas arriver à une situation de famine, tant pour des raisons pratiques que diplomatiques. Nous perdrions tout soutien pour mener à bien notre mission. Un message à l'attention de ses alliés et soutient les plus radicaux, comme son ministre Itamar Ben-Gvir, qui refuse toute aide humanitaire aux Gazaouis et toute discussion de cessez-le-feu. On va les retrouver tout de suite à Jérusalem. Stéphane Amar, qui est notre correspondant. Bonjour Stéphane, on vient d'entendre les toutes dernières déclarations de Benyamin Netanyahou. C'était un message vidéo posté sur Telegram ce matin. Il y a plusieurs choses à en dire. Des mots quand même assez surprenants. Il dit en somme être contraint d'empêcher une famine pour des raisons diplomatiques. Oui, parce que cette décision intervient après d'intenses pressions de l'allié américain. Donald Trump lui-même s'est inquiété publiquement du sort des civils à Gaza. Et ces derniers jours, eh bien, les pressions se sont multipliées du côté de l'administration américaine pour forcer d'une certaine manière le Premier ministre israélien Netanyahou à laisser entrer l'aide humanitaire dans Gaza. On l'a vu dans le reportage, il subit également des pressions de son aile droite, même si ce matin Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, s'est dit favorable lui aussi à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza afin, a-t-il dit, d'éviter une catastrophe et une famine. Donc cette décision a été prise, je dirais, sous la double pression des Américains et de l'aile droite aussi de son gouvernement qui pense que pour continuer la guerre, eh bien, il faut laisser cette aide humanitaire entrer dans la bande de Gaza. Pour continuer la guerre et pour prendre, là aussi c'est pleinement assumé dans cette vidéo, le contrôle total de l'enclave palestinienne.
Oui, absolument. Alors, ça fait des mois que Benyamin Netanyahou explique que après le 7 octobre, eh bien, Israël n'a plus le choix. Il doit réoccuper la bande de Gaza. Je vous rappelle que les Israéliens avaient quitté la bande de Gaza en 2005, il y a bientôt tout juste 20 ans. Cette fois-ci, eh bien, il met ce plan à exécution avec cette offensive terrestre de grande ampleur. Bien sûr, ce n'est qu'un échelon supplémentaire dans l'offensive militaire que subit la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, mais cette fois-ci effectivement un plan semble se dessiner. C'est une réoccupation totale de la bande de Gaza, une volonté d'éradiquer le pouvoir du Hamas sur ce territoire et d'instaurer un pouvoir sans doute plus coopératif avec Israël, avec, c'est ce qui est prévu, eh bien, le concours à la fois des États-Unis et des Émirats arabes unis. Merci beaucoup Stéphane, en direct de Jérusalem. On va retrouver Agnès Levallois. Bonjour et merci d'être avec nous. On vient d'entendre Benyamin Netanyahou et volontairement on a décidé d'ouvrir là-dessus. Ce sont les derniers propos qui nous soient parvenus de l'État hébreu. Ils traduisent quoi exactement, cette volonté d'en finir, c'est fort ce que je vais vous demander, mais une volonté d'en finir avec les Palestiniens. Ils parlent d'une aide humanitaire contrainte pour éviter la famine au titre de la bonne poursuite des relations diplomatiques avec ses alliés. C'est seulement cela qui le motive aujourd'hui ? Oui, on voit bien que Netanyahou aujourd'hui se rend compte qu'il subit de fortes pressions. J'allais dire, il serait temps, lorsque l'on voit le véritable massacre que l'armée israélienne est en train de mener dans la bande de Gaza. Et donc, les derniers propos tenus par Donald Trump, qui est quand même l'allié indéfectible d'Israël dans ces combats, dans cette volonté de faire partir les Palestiniens, eh bien, même les États-Unis, et incarnés par Donald Trump, qui est un fort soutien d'Israël, trouve que quand même ça va trop loin et que cette volonté exprimée par l'armée de détruire littéralement la bande de Gaza et tous les Palestiniens qui vivent sur place, ça n'est plus tenable. Et donc, pour ne pas perdre le soutien américain, puisque Netanyahou ne peut pas se permettre de perdre ce soutien, eh bien, il a l'air de faire un tout petit geste en laissant quelques camions rentrer dans la bande de Gaza, ce qui est d'un cynisme absolu, parce que ce n'est pas quelques dizaines de camions qui vont permettre de régler la situation. Mais en tous les cas, ce que l'on voit, c'est que Netanyahou est pris, effectivement, est obligé de tenir compte de ces remarques. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il a une partie de son extrême droite qui est fortement opposée. On a vu la déclaration de Ben Gvir, qui est un des ministres les plus radicaux qu'il soit, et pour qui il est hors de question de faire le moindre geste à l'égard des Palestiniens, puisque lui assume le fait d'affamer littéralement toute la population de Gaza. Et d'ailleurs, l'OMS réagissait. On sent bien que tout le monde essaie de s'engouffrer dans la brèche. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé qui déclarait en cette mi-journée que ce sont près de 2 millions de Palestiniens qui sont aujourd'hui affamés. On va aller demander d'ailleurs dans quelques instants à Rami Moudjamous de quoi sont faites les assiettes aujourd'hui et comment on fait pour essayer de trouver de la nourriture de façon quotidienne. Sur l'opération militaire et sur ses intentions, donc cette opération a été annoncé hier soir, cette offensive qui a été immédiatement accompagnée de nouveaux bombardements. Vous diriez que le ton est en train de se durcir aujourd'hui ? Écoutez, il est de plus en plus dur. Est-ce qu'il peut encore même se durcir par rapport à tout ce qui se passe depuis des mois et des mois ? Oui, mais c'est vrai que cette offensive terrestre est d'une brutalité absolument sans nom. On voit des images absolument épouvantables. On se demande ce qu'Israël continue d'ailleurs à bombarder, tant la bande de Gaza est complètement ravagée. Le nombre de victimes et de victimes civiles est absolument considérable. Donc on voit bien que dans cette stratégie menée par Israël, on n'est plus du tout dans simplement, si je puis dire, la volonté de détruire le commandement du Hamas, mais c'est toute la population de la bande de Gaza qui subit ce déluge de feu, ce massacre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme à pouvoir utiliser dans ce qui se passe actuellement dans ce territoire. Et c'est vrai qu'enfin, il y a une petite réaction de la communauté internationale
qui est effaré par l'ampleur des dégâts et qui commence timidement à réagir. Avec notamment des appels à lever le blocus. On a évidemment vu la sommation des Français, pareil, qui a demandé que la reprise de l'aide humanitaire soit immédiate, massive et sans entrave pendant le week-end. Pourquoi ces réactions maintenant? On sait que l'Union européenne a reçu 2 lettres la semaine dernière et les alliés d'Israël aujourd'hui sont menacés d'être accusés d'être de connivence, de connivence silencieuse. Oui, parce qu'on voit bien qu'effectivement, l'Union européenne a été extrêmement silencieuse depuis le début de ces combats, alors que l'Europe a des outils entre les mains pour pouvoir exercer des pressions sur Israël, ce qu'elle n'a jamais fait. Je pense évidemment à l'accord d'association qui a été signé entre l'Union européenne et Israël, qui contient, je le rappelle, quand même une clause sur les droits de l'homme. Et on voit bien que dans les combats menés par Israël, eh bien, il n'y a plus aucune considération de rien en termes de droits de l'homme, puisqu'on est dans le cadre d'une épuration ethnique et d'un massacre généralisé, et que les opinions publiques européennes manifestent. On a vu des grands rassemblements ce week-end aux Pays-Bas, en particulier, pays qui est généralement très favorable à l'État d'Israël. Donc c'est vrai que ces images de bombardements incessants, de famine, d'enfants qui meurent parce qu'on n'a pas de quoi les nourrir, commence effectivement à susciter une réprobation et que Israël, même s'il n'en tient pas vraiment compte, est obligé quand même de donner l'impression de faire quelques pas en autorisant quelques camions. Mais ne nous laissons pas berner par cela, puisqu'on est loin de permettre quand même à une situation d'être acceptable. On est encore, même avec ces tout petits pas, dans de l'inacceptable absolu, me semble-t-il. On aperçoit en même temps les images des Pays-Bas et ces manifestations de civils. J'aimerais peut-être qu'on s'en remette à la loi, au droit international. Je vous évoquais la mise en demeure de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, en personne, a reçu 2 lettres. C'est l'Association des juristes pour le respect du droit international qui demande aujourd'hui des actes, faute de quoi elle saisira la Cour européenne de justice. Quels sont les leviers aujourd'hui pour contraindre les États à agir ? Eh bien, il y a cet outil du droit international, même si on sait qu'aujourd'hui, ce droit international est malmené, même par ceux qui l'ont mis, ont permis qu'il soit élaboré. Je pense à la France, qui, lorsque Netanyahou a survolé l'espace aérien français, eh bien, n'a pas arrêté son avion, alors que, selon les termes de la CPI, alors que la France est signataire et même à l'origine de ce traité, eh bien, la France n'a pas actionné ce levier dont qu'elle a entre les mains. Donc on voit bien cette façon qu'ont les pays occidentaux, les pays européens et les États-Unis évidemment, qui ne veulent absolument pas mobiliser ce droit international alors que celui-ci existe. Et il faut la pression, effectivement, des opinions publiques, d'associations comme celle dont vous parliez, pour peut-être montrer à Israël qu'il ne peut pas indéfiniment passer outre ce droit international. On sait qu'Israël n'entend pas le respecter, ne l'a jamais respecté. Israël n'a jamais respecté aucune des résolutions de l'ONU concernant le conflit israélo-palestinien. Mais il serait peut-être temps, en particulier face à l'ampleur de ce qui se passe dans la bande de Gaza, que ce droit international, que les pays européens, eh bien, le mettent en avant, l'actionnent avec des mesures telles que celles que j'ai énoncées. Quand Netanyahou vient en Europe ou survole le territoire européen, eh bien, que les pays signataires respectent les règles qui doivent s'appliquer, à savoir, eh bien, faire atterrir l'avion et arrêter le premier ministre israélien qui est responsable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et qui, on a le sentiment en ce moment, Agnès Levallois, vous nous dites finalement Israël n'a jamais respecté le droit international, mais on a quand même le sentiment que ça s'accélère ces derniers jours, ces dernières semaines, avec un Benyamin Netanyahou qui se targue officiellement maintenant devant la presse de vouloir prendre le contrôle total de la bande de Gaza et de chasser l'intégralité des Palestiniens, pas seulement le Hamas, mais les civils aussi. Là, on a quand même franchi un nouveau cap dans les prises de parole. Et puis, on voit aussi ce qui se passe sur le terrain. On va peut-être regarder ces cartes qui sont assez parlantes pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi il est question.
question aujourd'hui. Deux cartes réalisées par nos confrères de Courrier International. Alors on voit dans un premier temps les zones tampons donc instaurées autour de l'enclave. C'était en février dernier par l'armée israélienne. Donc zone où on avait demandé aux Palestiniens d'évacuer pour se remasser un peu plus au centre dans la zone en beige. Et aujourd'hui, on va voir l'état du territoire aujourd'hui. Et encore, c'était en mars dernier que cette carte a été réalisée. Finalement, peu à peu, cette armée, elle progresse et les Palestiniens sont amenés de plus en plus à se regrouper, à être pris en quelque sorte en étau. C'est une réalité, ce ne sont pas seulement des mots qu'il prononce Benyamin Netanyahou, ça se traduit concrètement sur le terrain. Oui, absolument. C'est-à-dire que Netanyahou a compris après le 7 octobre, eh bien que, en gros, il avait carte blanche pour réaliser ses rêves les plus fous, à savoir faire disparaître les Palestiniens. On voit clairement dans cette offensive, dans cette guerre, dans ces massacres organisés vis-à-vis de la bande de Gaza, qu'il y a l'idée selon laquelle les Palestiniens n'ont rien à faire en Palestine. Et c'est l'occasion qui est donnée, puisque face à l'effroi de ce qu'a représenté le 7 octobre, Netanyahou a compris qu'il avait vraiment une carte à jouer et que cette carte, c'était de profiter de ce drame pour aller jusqu'au bout de son projet politique, d'autant plus qu'il a fait alliance avec l'extrême droite. Donc ça a toujours été le rêve, évidemment, de faire partir tous les Palestiniens. Je rappelle que Smotrich, qui est un des ministres d'extrême droite, avait été traumatisé plus jeune par l'évacuation des colons de la bande de Gaza et qu'il s'agit aussi, pour une partie de ces colons, de prendre leur revanche après l'évacuation des colons de la bande de Gaza de 2005. Et donc, c'est vraiment le moment pour cette extrême droite, incarnée par ces deux ministres, mais complètement endossée par Netanyahou, eh bien, de mettre en œuvre ce plan d'épuration ethnique. Je rappelle que ces ministres considèrent, et l'ont dit publiquement, qu'il s'agissait de terminer le travail de 48, à savoir qu'en 1948, quand l'État d'Israël a été créé, un certain nombre de Palestiniens, 700 000, ont été obligés de partir, d'où une grande partie d'ailleurs s'est installée dans la bande de Gaza, mais que tous les Palestiniens n'ont pas pu partir. Et donc pour eux, il s'agit aujourd'hui ils le disent clairement, publiquement, de finir le travail de 48. On est dans cette logique de la part de ce gouvernement actuel, et un gouvernement que rien n'arrête parce que personne n'exerce de pression suffisante sur lui. Et il n'y a que les États-Unis et éventuellement les Européens qui pourraient dire maintenant on prend des sanctions, on prend des mesures, ce que ne font pas pour l'instant les Américains et les Européens. Agnès Levallois, on va aller demander à un Palestinien de Gaza ce qu'il en est aujourd'hui concrètement pour lui et pour les autres. C'est Rami Abou-Jamous. Bonjour Rami et merci d'être avec nous. Vous êtes retourné dans cette zone du Nord. On va voir de nouveau cette carte que vous aviez quittée au début, contraint et forcé de le quitter avec votre famille pour rejoindre les zones du Sud. Puis finalement, au moment du cessez-le-feu, vous avez été autorisé et comme des millions, comme des centaines de milliers de Palestiniens, vous êtes remonté vers le Nord. Vous avez retrouvé votre appartement et donc aujourd'hui vous vous trouvez à Gaza City dans cette zone au nord, on le voit totalement enclavé et encerclé par ces zones tampons tenues par les Israéliens. Racontez-nous comment ça se passe en termes de déplacement. Vous sentez vous cet étau aujourd'hui? On le sent depuis le premier jour de la guerre, mais c'est juste que maintenant les déclarations sont officielles et sont sur la table. Et nous, on a commencé à parler de ça depuis le premier jour de la guerre. On a dit que c'est un nettoyage ethnique, c'est un génocide. Le vrai but de la guerre, c'est le déplacement de toute la population de Gaza. Mais malheureusement, la communauté internationale n'entendait pas les voix qui sortaient de la Palestine et surtout pas de Gaza. Et ils entendaient les voix les plus fortes qui viennent de l'occupant. Et l'occupant, à l'époque, c'était des prétextes qu'il veut éradiquer le Hamas, libérer les prisonniers. Là, quand ça devient officiel et que tout le monde me met sur la table, les gens ils commençaient à bouger. Oui, ça fait 18 mois qu'on vit l'enfer. On vit le déplacement, les bombardements 24/7, on vit la famine, on est épuisé, surépuisé physiquement, moralement, psychologiquement, bombardement toutes les minutes, déplacement d'un déplacement à un autre. Là, il y a même pas une demi-heure, l'armée d'occupation, ils ont annoncé une nouvelle zone d'évacuation
toute la ville de Khan Younes. La ville de Khan Younes, c'est à peu près 450 000 habitants, plus les déplacés qui ont quitté Rafah et se sont installés la majorité à Khan Younes. Donc on parle à peu près de 600 000 personnes qui doivent évacuer tout de suite cette zone-là parce que voilà, c'est l'opération des chariots de Gédion qui sont en train de s'installer. Et Smotrich, il y a 2 heures, il l'a dit clairement, il a dit on veut se débarrasser de la population de Gaza. Moi, je remercie Trump que lui, il a mis tous ces déclarations sur la table parce que c'est lui qui a commencé à parler ça d'une façon officielle. Du coup, tout le monde commence à prendre les paroles. Ils n'ont plus peur. Justement, comme elle a dit Agnès, il y a un silence de la communauté internationale qui encourage malheureusement ce gouvernement d'extrême droite d'aller jusqu'au bout. Nous, ça fait plus que 70 jours qu'on n'a rien à manger. Moi, personnellement, j'ai un peu la possibilité d'acheter un sac de farine à 1 000 euros. Il y en a des milliers de personnes qui n'ont pas cette chance-là. On vit juste un seul plat par jour. Racontez-nous justement, Rami, racontez-nous à l'heure où l'OMS, on en parle régulièrement sur cette antenne, hein, la réalité de cette famine. L'OMS dit aujourd'hui ce sont près de 2 millions de Palestiniens et qui sont affamés aujourd'hui dans les territoires. On a vu sur les réseaux sociaux ces images de rayonnage totalement vide dans les quelques magasins qui sont encore intacts, encore sur pied. De quoi est fait la journée pour un Palestinien aujourd'hui? Quand on va chercher de la nourriture, on voit beaucoup d'enfants avec ces casseroles vides, la tenter dans les banques alimentaires de récupérer ce qu'ils peuvent. De quoi est faite l'assiette aujourd'hui? Comment on se nourrit? Oui, malheureusement, se nourrir, non, mais plutôt survivre, parce que c'est pas vraiment de la nourriture, c'est juste quelque chose pour tenir debout, surtout pour les enfants. Moi, personnellement, on a fait un système avec ma femme pour garder le minimum. Donc, on fait ça en cuisine, on fait le pain chez nous avec un four en argile, le système D qui se fait avec tout ce qui est combustible. Donc, on a le droit à 2 pétas par jour, c'est-à-dire un le matin et un le soir. On laisse un peu pour les enfants parce que ce sont la priorité, ils sont le plus vulnérables à cette malnutrition. Et puis, on a juste un plat par jour et on est encore chanceux d'avoir ce plat chez nous avec des conditions très dures. Mais la majorité de la population de Gaza dépendent de ce qu'on appelle les tikiyas. Et les tikiyas, ce sont des cuisines communautaires. Vous avez vu les images, comment les enfants font de la queue avec les femmes, juste avec une casserole, une assiette. Pour le meilleur des cas, avoir un plat de lentilles. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a même pas du pain. On est vraiment, non seulement on a la malnutrition, mais on commence à avoir vraiment la famine. Les ONG internationales, ils ont commencé à alerter, à dire qu'on est entré de la famine, mais malheureusement, on n'agit pas que quand la catastrophe arrive. Et là, on est en pleine catastrophe. Les gens, ils n'ont plus à manger, à boire. Et non seulement ça, c'est aussi au niveau de médicaments et de tout ce qui est matériel médical. Malheureusement, depuis le 2 mars, rien n'entre, y compris le matériel médical et les médicaments, pas seulement pour le secteur public, mais aussi pour le secteur des ONG internationales, que eux, ils faisaient avant ce qu'on appelle les hôpitaux de campagne. Ils faisaient leur propre coordination avec l'occupation pour faire rentrer un peu de matériel médical et de médicaments pour leurs hôpitaux de campagne. Aujourd'hui, même ces ONG-là, elles n'arrivent pas à donner le secours ou bien le soins nécessaires. Les malades qui ont des maladies de chroniques, le cancer et autres, malheureusement, il n'y a pas ce genre de soins. Et hier, il y avait deux personnes qui ont été tuées parce qu'ils n'ont pas trouvé le soin pour la dialyse. Donc malheureusement, c'est vraiment un nettoyage ethnique. Merci. Que ce soit par la famine, que ce soit par le déplacement d'un endroit à un autre et surtout les bombardements 24/7. Merci beaucoup Rami d'avoir été de nouveau à nos côtés depuis Gaza City. Agnès Levallois, je me tourne vers vous. Les mots de Rami évidemment sont forts. Hein. Il parle d'occupation quand il évoque l'armée israélienne, de nettoyage ethnique également quand il qualifie les derniers développements. On a parlé tout à l'heure de la pression qui est en train de s'exercer et de se renforcer peut-être sur Benyamin Netanyahou qui a été contraint malgré lui d'annoncer une modeste aide humanitaire à Gaza. On verra d'ailleurs ce qu'il en est. Est-ce qu'on est dans un moment crucial et important pour la suite, un carrefour en somme? On voit que côté israélien et au niveau militaire, ça s'accélère. On essaye d'avancer et de grignoter du terrain. Quelle chance que la solution vienne de l'extérieur, les Américains, les Européens, les Occidentaux? Alors oui, on voit bien que Netanyahou a compris quand même qu'il fallait
peut-être qu'il allait bientôt être contraint peut-être à arrêter, et donc d'où la recrudescence des bombardements. Là, en ce moment, on parle de au moins 100 Palestiniens tués par jour depuis quelques jours. Donc, on est dans un bilan absolument effroyable. Et donc, on voit bien cette volonté de Netanyahou et de mettre le paquet, si vous passez l'expression, alors que des négociations ont repris à Doha, au Qatar, là où était Trump il y a quelques jours. Et donc, on voit bien que les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, ont exercé quand même quelques pressions sur Trump pour que celui-ci fasse comprendre à Netanyahou que la situation n'était plus supportable, que les opinions publiques dans le... Alors aussi, pardon, je me permets d'ajouter, alors aussi que la pression vient de l'intérieur. On a vu ces manifestations organisées depuis la ville de Sderot, des Israéliens qui manifestent contre cette machine de guerre israélienne en ce moment. Oui, parce que les Israéliens se rendent bien compte que cette machine de guerre, en fait, va mettre à mal la possibilité de faire libérer les derniers otages qui sont encore vivants et qui sont dans la bande de Gaza. Donc, il y a une prise de conscience de la part de la société israélienne que cette volonté de la part de l'armée d'Israël de rentrer non seulement de mener cette offensive terrestre après avoir mis en place ces bombardements massifs, eh bien, le risque, évidemment, c'est que les quelques otages encore vivants ne sortent pas vivants de la bande de Gaza. Et donc là, il y a une réaction très vive de la part des familles des otages et d'une façon plus large d'une partie de la population israélienne qui, sans remettre véritablement en question les buts de guerre de Netanyahou, se rend compte là que ça met en danger les otages israéliens. Donc effectivement, cette pression peut s'accroître sur Netanyahou et qu'il se rend compte que là, ça va peut-être à terme être très mauvais aussi pour lui d'un point de vue de la scène politique intérieure israélienne. Et justement, ce qui